Bonjour et bienvenue. Je suis Justine Mandroux, responsable prévention santé à la Mutualité française Occitanie. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. Aujourd'hui, nous débutons ensemble les MUT Online. Il s'agit de 10 rencontres en ligne pour aborder différentes questions de santé. Pour cette séance, nous avons prévu de vous proposer l'atelier Télétravailler sans s'abîmer. Cécile, bonjour. Je te remercie d'avance pour ton intervention. Bonjour, merci beaucoup et ravie d'être avec vous pour cette première intervention effectivement de la série, avec ce sujet qui, est plus, on va dire plus moderne aujourd'hui qu'il y a quelques années, puisqu'on est vraiment dans quelque chose qui s'est développé ces dernières années et je suis ravie d'intervenir dessus, notamment parce que, le télétravail, sans s'abîmer, pourquoi? C'est aussi parce que, on sait que de plus en plus de personnes sont amenées à faire du télétravail et que ça a des conséquences sur la santé à la fois physique et la santé mentale. Et il se trouve que, cette année, je ne sais pas si vous le saviez, mais en 2025, la santé mentale a été reconnue comme, la cause nationale à soutenir en fait, l'année dernière, c'était, la promotion de l'activité physique et sportive en lien avec les jeux olympiques et cette année, c'est vraiment la santé mentale pour sensibiliser et améliorer notamment, la prévention et l'accès aux soins sur tout ce qui est troubles de la santé mentale, donc troubles psychiques et tout ça. Donc, ça rentre un peu dans ce cadre-là finalement, cette intervention. Donc, et moi, de mon côté, ce que j'ai envie d'apporter toujours, c'est un petit peu de clés pratiques, pratico-pratiques à mettre, en place dans notre quotidien pour pouvoir, se sensibiliser, mais surtout prévenir plutôt que guérir et ensuite éventuellement repérer s'il y a quand même des signes, voilà, où on n'avait pas conscience, mais finalement on est quand même un petit peu concerné parfois par certains troubles et comment, y remédier aussi. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc n'hésitez pas pour les personnes qui sont en direct, j'aime beaucoup les échanges via le chat. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux personnes qui ont déjà mis un petit, bonsoir. Les autres, n'hésitez pas, je vais régulièrement vous poser des questions. Vous n'hésitez pas à y répondre dans le chat. Et si vous nous regardez en replay, bien évidemment, les questions, vous pouvez vous les poser déjà à l'écrit. Prenez un petit stylo, un papier pour réfléchir un petit peu aux différents sujets. Ce n'est pas que de la connaissance et du savoir que je transmets, c'est vraiment pour moi une posture de réflexion, d'introspection aussi pour chacun d'entre nous, d'analyse de notre situation actuelle et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore plus notre situation actuelle, notamment en télétravail pour aujourd'hui. Donc déjà, ceux et celles qui sont dans le chat, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez des activités et des missions en télétravail? Combien d'heures par semaine, par exemple? Dans quel type d'activité? Voilà, en attendant que je passe à ma petite présentation, vous pouvez le noter dans le chat et je viendrai, ça va me servir aussi pour donner des exemples peut-être en fonction de vos conditions à vous. Et sinon, j'ai des exemples plus larges si besoin, sans souci. Donc, juste, je reprécise, voilà qui je suis. Donc moi, je m'appelle Cécile Neuville. Je suis psychologue et notamment spécialisée en psychologie positive, donc qui est la recherche scientifique et les applications scientifiques de ces recherches, enfin les applications pratiques de ces recherches scientifiques pour aller vers du mieux-être. Donc on est vraiment dans le sujet, donc c'est comment aller dans du mieux-être, que ce soit en individuel, en collectif, au niveau sociétal, etc. Aujourd'hui, ça sera un peu plus au niveau individuel, mais pour avoir un impact sociétal. Je suis multi-entrepreneuse, donc j'ai plusieurs entreprises et je suis à l'heure aujourd'hui 90 en télétravail, à exception près de quelques conférences, séminaires ou journées que je peux animer. Mais c'est vrai que je passe, moi la première et aujourd'hui, en ce moment même, beaucoup de mon temps, à distance et donc dans les conditions de télétravail. Donc je suis aussi concernée par, tout ce dont on va parler aujourd'hui. Je suis auteure de plusieurs livres, donc 17 qui ont été publiés et d'autres qui vont encore sortir, dans l'année. Et puis à titre personnel, j'aime bien rappeler, puisqu'on va parler de ça aujourd'hui, cet équilibre pro-perso qui est important à se rappeler. Je suis mariée et maman de 3 jeunes adultes de 17, 20 ans, et des jumelles de 20 ans. Voilà et j'essaie de trouver cet équilibre et je le trouve plutôt bien dans ma vie entre toutes ces activités, ma vie perso, ma vie pro, je fais du sport et cetera. Bref, j'ai envie aussi, voilà, d'échanger, par rapport à tout cet équilibre de vie parce que le télétravail, la question derrière, c'est beaucoup autour de cet équilibre de vie. Donc je vais, profiter, donc pour relire un petit peu, pour une personne, 8 heures par semaine en secrétariat.
Donc, 3 jours en télétravail, en gestionnaire conseil, 7 heures ou 7 h 48 par jour. Waouh, c'est précis. Je sais pas si c'est vraiment à la minute près, mais c'est très précis. OK, donc on a, vous voyez, des exemples de métiers, divers et variés. Moi, rien que moi, dans mes activités, que ce soit auteure, psychologue, entrepreneuse, j'ai une maison d'édition, je gère un club d'entrepreneuses, enfin, plein de choses qui sont en télétravail. On voit que là, il y a du secrétariat, qu'il y a, de la gestion, gestionnaire conseil et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, beaucoup de métiers sont concernés et encore plus depuis tout, le confinement, hein, qui nous a amenés à expérimenter, notamment dans plusieurs, entreprises. On a été amenés à découvrir et finalement à se rendre compte que ça pouvait être, plutôt pratique aussi, mais pas que. Donc, voilà. Hem, Aujourd'hui, on va voir, les impacts du télétravail sur le bien-être, donc en quoi ça impacte positivement et peut-être un peu moins positivement, notre bien-être. Comment on peut prendre soin par rapport à ça de notre santé physique, de notre santé mentale et de nos relations dans ce contexte-là, puisque ce sont les 3 points qui sont les plus concernés, au niveau des impacts. Donc c'est parti pour notamment la première partie, donc les impacts du télétravail sur le bien-être. Donc on va chercher à mieux comprendre les effets du télétravail sur notre santé physique, mentale, etc. Et pour commencer, j'aime bien commencer par une petite touche, de positif, parce que malgré tout, si on y va, c'est aussi parce qu'il y a quand même des avantages. Sinon, on ne se mettrait pas de plus en plus au télétravail, quelles que soient nos activités. Donc vous allez me dire si ça vous parle et d'ailleurs lesquels, dans lesquels vous vous retrouvez précisément. Est-ce que vous aimez bien, vous, la partie dans le télétravail et peut-être même pour d'autres raisons? N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimez, vous, dans cette situation de télétravail. Ce qu'on constate quand on étudie toutes les enquêtes de bien-être, etc., dans le télétravail, c'est que le principal bénéfice, c'est quand même le temps gagné. Quand on allait tous les jours au travail en voiture, on avait forcément plus de trajets, mais aussi un cadre très rigide d'horaire. Alors que maintenant qu'on travaille un peu plus à distance, on a un peu plus cette flexibilité d'horaire. Il y a certaines personnes qui ont quand même des horaires fixes, hein, mais malgré tout, rien ne nous empêche entre deux rendez-vous, entre deux temps de travail, d'aller faire sa lessive, de s'occuper quand même d'un peu des enfants. Des fois, on jongle un petit peu sur notre planning, ce qui sera aussi un des inconvénients, mais en tout cas, il y a plus de flexibilité. Et puis surtout, le moment où on a terminé le travail, on est tout de suite dispo 2 minutes après pour revenir à autre chose. Donc c'est vraiment, voilà, le temps gagné par rapport à ça. Le deuxième point qui revient très souvent, c'est aussi une économie financière parce que mine de rien, eh bien, ça coûte moins cher quand on ne prend pas la voiture ou les transports, voilà, il y a du temps, mais il y a aussi de l'argent et les repas, on n'est pas obligé d'aller avec les tickets resto, manger et cetera à la cantine de l'entreprise ou, au restaurant à côté ou se ramener ses petites gamelles. Ça, à la limite, du coup, ça coûtait moins cher, mais c'est un peu moins de préparation. On peut manger chez soi et faire une vraie pause à la maison, donc c'est pas forcément plus de temps, mais c'est du temps aussi de meilleure qualité. Donc on peut, quand on fait des vraies pauses, ce qui n'est pas toujours le cas et ça, on en reparlera dans les inconvénients. 3e point qui revient très souvent, c'est quand même une productivité accrue. Pendant le temps de travail, les personnes en télétravail peuvent se mettre vraiment focus et il y a moins d'interruptions des autres collègues, il y a souvent une meilleure concentration quand on arrive à bien s'isoler, au moins pendant certains créneaux où on n'a pas d'enfants, pas de personnes autour de nous. Voilà, on est seul, on est dans sa bulle, mais du coup, on a une concentration plus efficace. Donc ça, on verra évidemment à chaque fois il y a la balance, hein. De l'autre côté, oui mais on peut être aussi perturbé par d'autres choses qu'on n'a pas au travail, mais qu'on a à la maison. C'est un équilibre à trouver, une organisation à trouver. Et la dernière que l'on retrouve alors peut-être moins pour certains salariés, mais quand même, malgré tout, c'est qu'on peut travailler d'où on veut et habiller comme on veut. Et c'est un certain confort aussi. Je veux aller, 1 semaine chez mes parents, je veux aller en vacances, je veux voilà, dans un lieu, en tout cas des paysans, où je dois me déplacer, quelque part, je peux quand même faire mes heures de travail même ailleurs et je peux aussi, sauf si j'ai des visios, travailler dans les conditions que je veux. Je peux travailler sur mon canapé, dans mon lit, sur la terrasse. Enfin voilà, il y a cette liberté aussi qu'on n'a pas forcément au travail de confort. C'est un peu ce que j'ai mis là comme image, cette femme qui est sur la terrasse, elle est contente, il fait beau, elle est dehors avec son téléphone et son ordi. Bah, ouais, c'est quand même sympa, quoi. On a ce petit confort de choisir un peu où, quand et dans quelles conditions on aime travailler. Donc tout ça, c'est vrai que ce sont des choses qui plaisent beaucoup, la plupart du temps, aux personnes qui travaillent à distance. Alors dans vos réponses, 1 et 3, donc du coup, le temps gagné, la productivité accrue, c'est valable pour toi, pour vous. Voilà, je vous voyez, je ne vous connais pas quand même. Excusez-moi. Justement, une des adaptations du télétravail, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai passé toute ma journée avec des collègues que je tutoie et là, hop, je dois, hop, switcher. Je ne suis plus dans le même environnement. Je vais reprendre le vouvoiement.
Moins de trajets, plus de calme et concilier vie familiale et vie professionnelle. Tout à fait. Donc voilà, on est, dans les avantages, hein, qui recoupent un petit peu les différents. 4 jours de télétravail et donc les 1, 3 et 4, donc temps gagné, productivité et liberté. Donc voilà, on retrouve 1, 2, 3, 4, les 4 aussi, voilà. Donc on est un peu tous concernés par les 4, mais pas toujours, hein. Il y en a qui n'ont pas forcément, l'économie financière, par exemple, qui y allaient à pied à 5 minutes de chez eux. Il y en a qui n'ont pas forcément une productivité plus accrue parce que, bah, justement, il y a tous les inconvénients qui parfois font que, bah, à la maison, j'arrive pas à me concentrer. Ça, c'est vraiment, voilà. Mais quand on arrive à bien gérer son activité de télétravail, eh bien, on peut avoir, voilà, ces bénéfices-là et ça devient un confort de vie, une qualité de vie, puisqu'on parle de qualité de vie au travail. Quand on arrive à bien gérer ça, c'est là. Donc, ma question, c'était: quel est votre plus grand bénéfice du télétravail? Vous y avez déjà répondu finalement au fur et à mesure. Si vous nous écoutez en replay, voilà, demandez-vous, c'est quoi pour vous qui vous donne envie de continuer à faire du télétravail? C'est quoi la principale motivation? Voilà. Donc forcément, à part les bénéfices, nous avons aussi des risques du télétravail et quand je dis risque, ça veut dire que c'est pas obligatoire pour tout le monde. Donc il y en a et là encore, ma question juste après, hein, voilà, c'est quoi vous, votre plus grande difficulté en télétravail? Parmi celles-ci ou peut-être une autre, n'hésitez pas à le dire et c'est l'occasion, voilà, de vous poser ce genre de questions. Le principal risque reconnu du télétravail, c'est la sédentarité. Donc, on ne sort plus tellement de chez nous, du coup, on reste assis, on ne bouge pas tellement, on manque de mouvement et on peut avoir, bah, des douleurs musculaires, des troubles posturaux, des muscles du cou, les muscles même des épaules, on a mal au dos, voilà et puis, bah, du coup, on a moins d'énergie parce qu'on bouge moins, donc le corps a besoin d'être en mouvement et quand on bouge moins, bah, forcément, on a encore plus de mal à bouger. Le fait d'aller au travail en transport nous permet de bouger, de sortir, se mettre en mouvement au minimum le matin et le soir. Et là, c'est plus forcément obligatoire. Donc attention, c'est un des points de vigilance vraiment, le risque, un des principaux risques. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne ou pas? On verra après, hein, qu'il y a des solutions pour tout, évidemment. La fatigue visuelle, on n'en parle pas beaucoup et pourtant, les médecins, c'est vraiment ce qui repère beaucoup. Et notamment, il y a beaucoup de baisse de vue depuis qu'il y a le télétravail. Parce qu'on est amené à regarder un écran, qu'en plus on se met souvent une lumière devant. Alors moi là j'ai une grosse lumière sur mes yeux, évidemment, et je sais que ça a eu un impact sur mes yeux. L'exposition prolongée aux écrans peut même provoquer des migraines. Il y en a beaucoup qui ont des migraines, voire des troubles du sommeil, parce que la lumière n'étant pas la lumière naturelle du jour, elle ne donne pas les mêmes hormones derrière, puisque le soleil provoque de la sérotonine, qui elle-même provoque la mélatonine pour la nuit et bien dormir. Et là, le fait de se couper du soleil et d'être juste face à une lumière, artificielle ne provoque pas cette même sérotonine et donc moins de mélatonine, donc un moins bon sommeil. 3 point, l'hyperconnexion, c'est-à-dire qu'on est, connecté chez nous, n'importe quelle heure et ça peut être difficile de décrocher. On peut, avoir du mal, même le midi, de faire une pause, le soir, alors qu'on est avec les enfants, on regarde encore le téléphone, les mails, il y a plus d'heures, il y a plus vraiment de on est un petit peu comme, accrochés à notre travail dans notre quotidien, même quand on va en week-end ou en vacances, on est tellement habitué à regarder le téléphone pour le boulot que même en week-end ou en vacances, c'est comme si on amenait une partie de notre, travail partout où on va, ce qui était pas le cas forcément avant. Donc c'est plus compliqué de se déconnecter. Donc l'hyperconnexion peut être vraiment une difficulté dans l'équilibre vie pro, vie perso. 4e, bah, c'est une charge mentale accrue parce que, on a souvent des difficultés à faire la différence justement entre le pro, le perso, à tout gérer. Je parlais tout à l'heure, c'est bien par exemple dans une pause de pouvoir aller étendre son linge, mais en fait du coup, au même moment, je pense à la fois à ça, à mon linge, autant, l'enfant qui va rentrer à telle heure, ça mélange tout. Alors que c'est vrai que quand on allait en présentiel uniquement, au travail, on est au travail, à la maison, on est à la maison. On a déjà 2 charges mentales différentes, mais là, tout se mélange et donc c'est là que ça devient compliqué. On est multitâches, tout mélangé et on peut avoir des distractions, provenant des 2 côtés un peu tout le temps et ça devient compliqué d'organiser ses pensées, d'être, voilà, structuré dans son mental, apaisé et cetera. On a ce qu'on appelle une surcharge mentale. Au-delà d'une charge mentale, ça devient une surcharge mentale qui peut amener à de l'anxiété, à de la dépression, à du burn-out, et cetera, de l'épuisement et tout ça. Donc ça, c'est à bien surveiller et puis enfin, on retrouve aussi le 5e point qui est l'isolement. Bah oui, forcément, on est derrière notre écran, on parle avec du monde en télétravail, parfois, pas toujours, mais c'est pas pareil. Il y a plus ces petits moments informels, il y a plus la petite blague, du voisin de bureau qui vient nous parler, qui nous déconcentrait certes, ça peut être un avantage, mais qui d'un autre côté
nourrissait notre besoin de connexion, notre besoin de relations humaines, notre besoin d'appartenance et donc tout ça peut faire en sorte qu'on se sente un peu moins appartenir à l'entreprise aussi, et qu'on soutienne peut-être un peu moins l'entreprise et ça peut avoir d'autres conséquences derrière, de manque d'engagement et cetera. Alors pour vous, dans ceux qui sont présents, c'est, le 4 sans hésiter, par exemple, hein. On en a plusieurs qui ont mis le 4, la charge mentale accrue, donc le flou entre la vie pro et perso. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on va aborder juste après. Aucun risque pour moi car hop là, mince, excusez-moi, hop, car que je sois au travail, pardon, ou en télétravail, je fais autant de mouvements, OK, donc là pour le mouvement, c'est OK et peu de pauses sur site et à la maison, autant de douleurs. Je suis mieux installée chez moi, le seul inconvénient, c'est que je n'ai pas le double écran. Ah! Donc voilà, à voir. Quel intérêt? Mais ouais, effectivement, après, c'est chacun doit trouver son confort. Le 1 et le 5, donc la sédentarité et isolement. Donc vous voyez que voilà, selon les personnes, on se retrouve dans l'un ou dans l'autre. C'est intéressant déjà d'en prendre conscience. Donc, d'où ma question, c'est quoi pour vous votre plus grande difficulté? Et du coup, comment repérer? Parce qu'au milieu de tout ça, c'est quoi les résultats qui arrivent? Bah, c'est cette fameuse surcharge mentale dont je parlais. Donc c'est là, ça y est, j'arrive plus à décrocher du travail, je suis fatiguée mentalement, j'ai ma tête qui va exploser, j'en peux plus. Comment enfin voilà, là je sais qu'à un moment donné, si j'en arrive à ce stade-là ou même le week-end, je suis fatiguée, j'arrive plus à penser, attention, un 1 signe de mal-être. L'isolement, ça veut dire les signes qui peuvent arriver, c'est j'ai moins envie de communiquer avec mes collègues, ça m'intéresse de moins en moins. J'ai pas forcément envie de leur raconter non plus ce qui se passe, alors que peut-être qu'avant, voilà. J'ai un sentiment un peu de solitude, voire même d'exclusion de mes collègues, de pas savoir tout ce qui se passe, de plus être connectée aux autres et je me sens un peu, ouais, exclue. Ça peut être aussi un sentiment qu'on ressent et qui est un signe aussi, attention. OK. Une perte de motivation. Donc, là, si je commence le matin à avoir des difficultés à me lever et à me connecter, je perds mon enthousiasme pour le travail, bon, là aussi attention, le télétravail peut avoir cet effet-là. Si vous commencez à ressentir ça, tout ce qu'on va voir après pourra vous être utile. Les fatigues, la fatigue générale et les troubles physiques dont je parlais tout à l'heure, si vous commencez à sentir ces fameux maux de tête fréquents, une fatigue de vos yeux, donc par rapport à tout à l'heure, des douleurs musculaires, des tensions dans le dos ou la nuque, voire même des troubles du sommeil, hein, que ce soit des insomnies ou des sommeils, mais où vous vous réveillez le matin, vous êtes, toujours fatigué. Donc si la fatigue persiste, il y a un équilibre à retravailler, c'est sûr que, c'est pas optimal. Et puis ensuite, il y a, en autre conséquence dont on n'a pas encore parlé, c'est une difficulté à se concentrer. Donc, vous êtes là, vous êtes dispo, vous êtes même peut-être pas perturbé, mais votre cerveau, il arrive plus à être là et du coup, vous remettez à plus tard des trucs pro, des trucs perso, la procrastination. Vous sentez de moins en moins performant, performante. Vous commencez à même à parfois douter de vos compétences. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Parce que vous n'avez plus de feedback direct comme on en avait quand on travaillait ensemble. Du coup, on ne sait pas et si, nos managers, nos encadrants, nos collègues ne nous font pas de retour, on ne sait plus si c'est bien ou pas ce qu'on fait et donc on peut aussi parfois perdre du sens et se dire juste: «Je travaille pour travailler et vivement que ça soit fini, je raccroche et je me remets à ma vie». Mais du coup, il y a moins, voilà, l'enthousiasme de l'élan de groupe, de la cohésion d'équipe qui peut jouer quand même en présentiel. Dans des conditions où il n'y a pas tout ça qui est pris en compte par l'équipe et par le management parce que de plus en plus, heureusement, moi j'interviens aussi auprès de managers et de dirigeants, il y a des animations ou des process qui sont mis en place pour limiter tout ça, en fait, hein. Donc, de plus en plus, on essaye de prendre en compte tout ça, mais soit à son niveau. Si on a ces signes-là, c'est quand même attention et on qu'est-ce que je peux faire pour, changer tout ça? Donc là, dans le chat, il y a une personne qui répond 1 et 5, donc surcharge mentale et baisse de confiance. Voilà, donc là, ça veut dire, pas top, quoi. On va essayer de respirer, prendre du recul et trouver des solutions par rapport à ça. Donc vous, est-ce que vous avez certains signes de mal-être au travail parmi tous ceux que je viens de citer? Vous pouvez, hein, si vous voyez en replay, noter et c'est OK. Ah super, on a une personne qui n'en a pas, eh bien tant mieux! Et j'aime aussi à dire parce que comme je le disais, je suis experte en psychologie positive et en psychologie positive, on ne s'intéresse pas qu'à ceux qui vont mal pour les aider à aller mieux, mais ou à ne plus aller mal, mais on s'intéresse à tout le monde pour aller toujours mieux, aller vers, toujours comment je peux être de mieux en mieux. Donc même si vous n'êtes pas, trop concerné par certains aspects, tout ce qu'on va parler tout à l'heure ne pourra que vous aider à avoir un meilleur équilibre de vie dans tous les cas. Donc quoi qu'il arrive, ça pourra vous servir.
Ah oui, car un seul jour de télétravail. Donc oui, avec un seul jour, il y a pas encore cet impact-là et c'est vrai que ça peut être une des solutions de garder quand même une partie présentielle pour nourrir certains besoins et une partie télétravail pour nourrir d'autres besoins et quand on trouve le bon équilibre, on peut vraiment s'épanouir, dans ce rythme-là. Donc super, merci pour ce partage aussi. Moi, j'avais des soucis avant, mon télétravail, donc rien ne change. Il y a aussi ce truc-là, c'est que parfois, déjà, ça allait pas avant dans mon travail, ça va pas mieux et le télétravail n'a pas changé le fond parce que le problème ne vient peut-être pas des conditions de travail, mais d'autres choses, de sens, de relation, de mission, de plaisir dans le travail. Là, on peut pas tout résoudre, évidemment, rien qu'avec le télétravail. Donc oui, effectivement, pour certaines personnes, ça résoudra pas tout. Mais ceci dit, tout ce qu'on va voir derrière pourra vous aider à mieux vivre votre vie, que vous soyez en présentiel ou en ligne, mais vraiment à ne pas oublier, même quand on travaille chez soi. On va commencer par prendre soin de sa santé physique. Donc, c'est adopter des bonnes pratiques pour préserver son corps et son énergie, sa vitalité au quotidien, donc tous les jours. Et donc, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Là, je vais insister davantage en télétravail, mais ceci dit, chacun de ces points pourrait être valable aussi dans l'entreprise. On parle, hein, des risques, psychosociaux d'un côté et des risques, physiques, de l'autre, hein. Donc, là, on est vraiment dans les risques physiques. Donc l'ergonomie et la posture. Quand on est en travail en présentiel, souvent, on a une chaise, un bureau et cetera. Quand on est à la maison, et là, vous pouvez me dire, parmi vous, comment vous travaillez? Dans quelle position? Dans quel endroit? Moi, en toute sincérité, je peux travailler dans mon lit parfois le matin avant même de me lever. Je peux travailler dans mon canapé à certains horaires, sur mon bureau quand même à d'autres horaires, revenir dans mon lit, revenir sur mon canapé. Je peux, voilà, c'est souvent mes 3 endroits préférés. Et donc, forcément, je n'ai pas les mêmes postures dans ces 3 positions-là. Et donc, la durée d'une posture, c'est ça qui va jouer. Pour en avoir parlé avec plusieurs kinés, en fait, il ne s'agit pas de trouver la bonne position parce qu'en vrai, ça n'existe pas. Donc, c'est une fausse idée que de penser que même assis sur une chaise, un bureau et bien installé avec une bonne chaise toute la journée, on n'aurait pas de douleur. Ça, c'est une croyance limitante. La bonne ergonomie et la bonne posture, c'est de changer de posture régulièrement. C'est d'adapter une position confortable et de la modifier régulièrement pour être en mouvement dans son corps et changer les postures qui, quand on reste inactif pendant un certain moment dans la même position. Il n'y a qu'à voir tous les élèves dans l'école qui n'en peuvent plus d'être assis sur place sans bouger pendant des heures ou à un bureau au travail. C'est de changer de posture. Et ça, c'est un des avantages du télétravail. C'est que justement, vous pouvez vous accorder de se dire, je reste 1 heure sur mon bureau, puis après, je vais 1 heure sur mon canapé, je vais 1 heure sur la terrasse, je vais 1 heure dans mon lit. C'est à vous de voir, mais à vous de trouver les positions dans chaque endroit où vous allez vous sentir bien la première heure, en fait. Et dès que vous commencez à sentir que ça fait une mauvaise posture, changez, redressez-vous, changez un coussin, changez quelque chose. Le vrai confort, il n'est pas dans le trouver la bonne posture, il est dans changer régulièrement de posture. Pensez-y, ça change beaucoup les choses. Sur votre bureau, vous pouvez changer aussi peut-être un fauteuil. 1 heure sur un fauteuil, 1 heure sur un autre fauteuil. Vous n'avez pas la même posture. Changez de bureau, il y a une table qui va être plus haute que l'autre. Mais toujours en essayant d'être confortable, bien évidemment. Alors, dans les réponses par rapport à ça, sur ma table de salon avec fauteuil ergonomique et matériel ergonomique. Donc voilà, ça c'est déjà bien. Mais si vous restez pendant 7 heures d'affilée, même sur un fauteuil ergonomique, dans du matériel ergonomique, il y a un moment donné où votre corps il va dire stop, je n'en peux plus. On me fournit du matériel, donc j'ai un bureau et un fauteuil de bureau. Donc c'est très bien pour la partie bureau, mais encore une fois, pensez à changer régulièrement. Et bureau à hauteur variable. Voilà, ça aide. Ça, c'est du bon matériel parce qu'on peut être parfois un peu debout, parfois un peu assis avec une certaine chaise, après sur un fauteuil ou un canapé pour être plutôt les jambes croisées si vous êtes à l'aise. Mais faites-vous du bien dans votre corps en fait et soyez à l'écoute de vous-même, mais ça fait partie du mouvement. Et d'ailleurs, le deuxième point, ce sont des pauses actives, c'est-à-dire que, comme on le dit, rester figé, fixe pendant trop longtemps, c'est ça qui provoque une sédentarité. Donc l'idée, c'est d'aller activer son corps, d'aller activer son cœur, le cardio, régulièrement. Donc bouger régulièrement pour lutter contre ça, ça veut dire entre deux visios, entre deux dossiers ou toutes les heures avec un petit rappel, ça va être d'aller se promener dans la maison, faire quelque chose, aller à l'étage pour ranger quelque chose que déjà ça fait monter et descendre les escaliers. Pourquoi pas? Même si c'est des choses de la partie perso, euh, du moment que ça fait une pause courte et qui vous prend pas beaucoup de charge mentale, c'est bien d'aller chercher le courrier, d'aller. C'est vraiment des tout petites actions, mais de bouger régulièrement. Ça peut être de faire des petits sauts sur place, de faire un petit peu de sport, je sais pas, 5 minutes des petits étirements, de se trouver son truc à soi pour faire des pauses actives et pas juste une pause, je m'arrête.
Voilà, je peux me détendre, hein, ça fait partie des pauses quand même intéressantes. Je peux respirer, enfin voilà, il y a plein d'autres choses, mais en tous les cas, voilà. Aller au petit coin, oui, tout à fait. Aller prendre une douche au milieu de la journée, pourquoi pas? Mais c'est le fait de bouger. Un home trainer dans le bureau, ouais, cool, on peut avoir du matériel, sportif à la maison, c'est OK. Évidemment, en dehors de que des pauses actives qui sont déjà importantes, mais qui ne sont pas longues. Ce sont des petites courtes pauses de quelques minutes, mais qui permettent d'activer la circulation, de remettre le muscle en mouvement, les articulations régulièrement. L'idée, c'est quand même d'avoir une activité physique minimum dans la semaine aussi, en dehors de ces temps-là. Intégrer du mouvement dans sa journée, aller marcher pendant 30 minutes le matin avant le travail, aller faire une séance de sport le soir après le travail, faire des étirements avant de se coucher, faire une séance je sais pas, de renforcement musculaire le matin au réveil. Chacun trouver sa façon de faire un quart d'heure, 20 minutes de sport, vraiment de sport. Là, c'est plus juste une pause active, c'est vraiment mais du sport qu'on aime et chacune à sa façon, chaque personne à sa façon. Donc mais ou alors, d'avoir un cours de yoga par semaine, un cours enfin voilà, du sport collectif pour ceux qui préfèrent. Mais c'est vrai que d'avoir un minimum d'activité physique entretiendra, l'énergie du corps et la vitalité pour être plus efficace derrière, dans le cadre du travail et dans le cadre familial et dans le cadre de la santé et j'en passe et des meilleurs. L'alimentation a aussi un vrai impact sur, notre énergie. Quand on est au travail, on n'a pas notre frigo à côté de nous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à la maison, le frigo, il est plus près, donc il est plus accessible, nos petits placards. Alors, j'avoue, parfois au travail, on a par contre les collègues qui ramènent les croissants, les bonbons, les gâteaux. On a la petite machine ou le petit buffet qui est là tous les jours. C'est très tentant aussi. Ça dépend vraiment de chaque boulot. Mais à la maison, on a tous notre frigo, on a tous nos placards à disposition 24 heures sur 24. Et ils sont souvent remplis, en tous les cas, de ce qu'on a au quotidien. Donc attention de ne pas tomber dans le grignotage permanent, ce qui est un des cas les plus fréquents dans le télétravail. D'essayer de garder un rythme d'alimentation consciente et à des heures régulières dans des qualités minimum. Sachez que plus vous mangez sucré, gras, etc., le midi, par exemple, plus vous allez avoir un coup de barre en début d'après-midi. Donc, c'est important de faire attention aussi à votre alimentation. Pas trop, trop manger non plus le soir parce qu'on dort moins bien et donc on va être fatigué le lendemain. On se rappelle souvent les règles un petit peu. Le matin, on mange un peu plus, on aime bien. Le midi, moyen et le soir un peu moins. Voilà. Donc, et pas que du sucre le matin, pareil, hein, parce que le sucre, ça fait des pics, voilà, et après, ploup, des chutes. Donc, attention, l'alimentation joue aussi sur votre énergie. Donc prendre soin de sa santé physique, c'est aussi bien manger et manger à des heures, alors soit régulières, soit en tous les cas, séparées ou enfin voilà. Il y a des personnes qui vont pas te prendre de petit déj et c'est OK, enfin peu importe. Mais c'est quelque chose de maîtrisé, de conscient. C'est le mot conscient, je trouve, qui est le plus important, pour ne pas se laisser aller, voilà, au terrible grignotage, voilà, à la maison dont on parle aussi dans le chat. Et puis bien évidemment, le sommeil parce que, certains vont travailler quand on n'a pas d'horaire fixe et j'en connais beaucoup. Des personnes vont commencer à se connecter après le repas du soir, se mettre sur l'ordi et pouvoir, bosser jusqu'à pas d'heure parce qu'il y a toujours un dossier à finir et contrairement au travail où il y a un moment donné, on doit quitter le boulot pour rentrer à la maison, là, il y a pas de fin officielle et donc si je me remets sur l'ordi après manger, je peux travailler jusqu'à 1 heure, 2 heures du mat et je connais tellement de personnes qui font ça. Mais après le matin, il faut se réveiller parce que là, on a une visio à 9 heures et donc c'est sans fin, on finit par ne plus avoir de limite dans notre temps de travail. Ce qui peut être super pour les employeurs, parce que leurs employés, ils travaillent plus parfois, alors qu'on espérait travailler moins à la maison. Et en fait, non, parce qu'on n'a pas de cadre, on n'a pas de limite. Et beaucoup de personnes se laissent aller à trop travailler et donc à moins dormir, au sacrifice ou à pas faire de pause le midi. Et il y en a qui aiment bien faire des siestes et qui l'auraient fait peut-être en rentrant chez elles alors qu'elles allaient au travail après, mais qui là, le fait d'être à la maison, vont moins s'accorder de sieste parce que déjà en train de penser au prochain dossier, etc. Et comme il n'y a pas d'heure de pointe, il n'y a pas de rendez-vous avec les collègues, il n'y a pas voilà, de réunion, sauf si on a des visios. Et donc là, c'est ce qui nous permet d'avoir un rythme. Voilà, donc le sommeil a bien aussi préservé, parce que tout ça, ça paraît tellement essentiel, mais on est sur la prévention santé. Et donc la prévention santé, même pour le travail, passe par le sommeil, l'alimentation, le sport, bouger et changer de position régulièrement. C'est la base. Donc, qu'est-ce qui, parmi tout ça, vous concerne le plus vous? Alors, ah oui, j'avais oublié, j'avais donné quelques petits exemples de rituels. Mais vous pouvez déjà vous demander quels sont les points forts que vous mettez déjà en place. Je vous laisse déjà y réfléchir et partager dans le chat. Et quel serait peut-être le ou les points améliorés pour votre condition physique parmi les différents éléments dont je viens de parler?
Autres petites astuces importantes qui peuvent vous aider à garder de l'énergie tout au long de la journée. On n'y pense pas assez, mais souvent on ne boit pas assez. Et on ne boit pas assez au travail en présentiel comme au travail à la maison. Donc avoir toujours soit une petite bouteille d'eau, soit une petite tasse à portée de main. Moi, j'ai les 2 en permanence et des fois, même sans s'en rendre compte, on va boire. Donc c'est bien. Hydratons-nous toute la journée. L'hydratation, enfin, quand on est en déshydratation, il peut y avoir des migraines, mal aux yeux, la bouche sèche, une fatigue, les muscles sont moins, voilà, optimaux et cetera. Donc c'est vraiment important aussi de boire régulièrement. Il y a des petites astuces d'avoir une jolie petite bouteille qu'on se choisit, une jolie gourde et de l'amener partout où on va, se déplacer avec. Et donc, cette bouteille et de se dire, peut-être je la finis une fois avant midi et après je la finis une deuxième fois avant ce soir et hop, ça nous donne des petits, repères, on va dire, pour, boire, tout au long de la journée. On peut aussi profiter des appels pour marcher quand c'est pas des visios. Quand on est au téléphone, c'est se lever et bouger pendant les conversations et ça aussi, voire même, faire des assouplissements, voilà, changer de position, vous mettre les pieds en l'air, on s'en fout, les gens ne vous voient pas, mais en profiter pour être dans le mouvement, quand vous êtes avec des personnes au téléphone. Vous pouvez aller marcher un petit peu, alors attention de ne pas être essoufflé selon avec qui vous parlez. On peut marcher, dans la rue en faisant des appels même professionnels. Alors c'est moins pleine conscience, c'est moins, efficace qu'une marche sans, téléphone, mais en tous les cas, voilà, c'est possible de bouger un petit peu pendant nos appels. On peut, alors autre astuce, manger aux heures et cetera. Je parlais de conscience, mais c'est aussi manger en pleine conscience et notamment quand vous êtes avec des personnes de votre vie, privée, de prendre le temps pendant les repas, de se connecter, peut-être de couper les écrans. C'est pas facile, mais pas de télé, pas de téléphone, pas d'ordinateur pendant le temps de repas, soit seul, soit en famille. C'est des vrais temps de reconnexion à soi et aux autres. Prendre le temps de savourer le repas, de savourer de voilà, de mâcher. Il faut savoir aussi que manger trop vite, enfin, n'est pas bon pour la digestion, donc on n'est pas bien, on n'est pas concentré, on se fatigue plus vite pour la fin de journée. Donc prendre le temps de manger en pleine conscience le petit-déj, le midi et le soir sera toujours meilleur pour votre santé de façon générale et pour votre attention, durant la journée et garder cette, distinction entre le moment de travail et le moment perso. Et le moment perso, être vraiment en connexion avec les autres quand on a des personnes autour de nous à ces moments-là. Et une dernière petite astuce parce que faut s quand on sort pas de chez nous et qu'on est connecté à notre ordi, on sort aussi moins à l'extérieur et si on sort moins et ben, on aère moins chez nous et l'oxygène, il tourne en rond, dans la maison, il ne se renouvelle pas. Donc on a l'air qui ne se renouvelle pas et forcément au bout d'un moment, on puise l'air de bonne qualité et on manque des bons aspects de l'air extérieur, de l'oxygène. Alors que quand on va au travail, au moins le matin et au moins le soir, on sort et on prend l'air. Et prendre l'air, ça nous oxygène le corps. L'oxygène, c'est quand même la ressource numéro un de notre corps. Donc, pensons à ouvrir, à aérer les fenêtres. Ça peut être un petit rituel. Le matin, 5 minutes la fenêtre ouverte pendant que je fais mes étirements. Le midi, 5 minutes la fenêtre ouverte pendant que je suis en train de manger. Le soir, 5 minutes la fenêtre ouverte en fin d'après-midi pendant que je prépare à manger. Je sais pas. À nous de trouver à quel moment. Mais dans tous les cas, ça sera bon pour vous et pour vos proches puisque et pour des plantes, si vous avez des plantes à la maison et l'oxygénation est essentielle. Alors je n'arrive pas j'arrive à ne pas grignoter, mais j'ai du mal à boire beaucoup. Donc, oui, voilà. Donc là, c'est chacun, c'est ce que je disais, vos points forts et vos points améliorés. Là, on en a, un exemple, super. Point positif, je marche pendant 30 minutes, quasiment tous les jours, donc ça super. On a, la base pour éviter la sédentarité. Pour l'oxygénation, il y a plusieurs points de positifs dans le fait d'aller marcher. Négatif ou point à améliorer, psychologie positive, préfère vous inciter à dire non pas positif et négatif, mais point fort et point amélioré. Parce qu'un point fort peut toujours se renforcer ou diminuer, on ne sait pas. C'est pas que du positif, c'est un constat positif, certes, mais c'est un point fort du moment. Et un point amélioré, on n'est plus dans le constat de non-évolution, enfin voilà, fataliste. On est dans OK, j'ai repéré ça, comment je vais changer? Donc là, négatif, je zappe les pauses dans la journée. Donc point amélioré, mettre plus de pauses dans ma journée. À commencer par un premier petit pas, ce serait lequel? Moi, je vous encourage vraiment à avoir cette méthode Kaizen, comme on dit, un pas après l'autre, la méthode des petits pas. Et donc là, quand on est dans je zappe les pauses dans la journée, ce serait quoi la pause la plus essentielle? Donc là, Isabelle qui écrit ça dans le chat, ce serait quoi votre pause essentielle? Si on avait une première à intégrer dans la journée, ça serait laquelle? Est-ce que c'est celle du midi carrément qui est pas une pause? Ou est-ce que c'est simplement une petite pause dans la matinée, une petite pause dans l'après-midi? Et ce serait laquelle la première à mettre en place? Et une fois qu'on a identifié laquelle, comment j'aimerais vivre cette pause? De quoi j'ai besoin? Donc là, la pause du midi. Donc le midi, combien de temps j'ai besoin pour vraiment me dire: «Je vais me faire du bien» et chaque midi, je vais me prendre
30 minutes, 45 minutes, 1 heure et demie, 2 heures. Là, il y a pas de jugement, c'est entre soi et soi, mais au minimum 30 minutes, c'est quand même, la base pour manger. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour profiter vraiment de ma pause? Je choisis moi-même et donc là, Isabelle, je vous invite à réfléchir, ça serait quoi votre pause? Combien de temps et pour y faire quoi? Et de tester et de se dire: «OK, je teste un petit pas après l'autre. Demain, j'expérimente une vraie pause où je lâche l'ordi, le téléphone, je fais ceci, cela et je m'y remets avec pourquoi pas un chrono pour commencer. Je mets 30 minutes et pendant 30 minutes, je suis off, déconnexion du boulot et juste tester une première journée et après une deuxième et après ça deviendra un incontournable et après on viendra rajouter une deuxième pause, peut-être l'après-midi si c'est nécessaire ou enfin voilà. Donc de trouver un pas après l'autre, comment je peux améliorer, optimiser, les différents points qu'on vient de voir sur l'aspect physique. Alors maintenant que vous avez compris le déroulé, je vais, passer aux autres et je vais aller un tout petit peu plus vite parce que le temps passe, mais je voulais vraiment comprendre le processus. Donc prendre soin de sa santé mentale. Donc là, on est sur, la concentration, l'efficacité et cetera, l'énergie, mais aussi l'émotionnel, comment je me sens, voilà. Donc équilibrer travail et bien-être pour préserver et sa motivation et sa sérénité. Donc là, prendre soin de sa santé mentale, ça se joue surtout à 4 niveaux, donc un peu moins, mais plus important. Le premier, c'est savoir gérer son rythme de travail. Donc là, on est dans cette fameuse gestion et notamment, par exemple, avec cet exemple de faire des pauses le midi, de structurer une journée pour éviter l'hyperconnexion et donc préserver son énergie. Une erreur qu'on fait souvent en télétravail, c'est qu'on n'a pas d'emploi du temps, spécifique. Je commence à telle heure, je finis à telle heure. Moi, personnellement, je sais que j'ai mes horaires de travail et le matin, par exemple, je sais que de 9 heures à midi, midi et demi maximum, ce sont des horaires où je peux avoir des visioconférences et ou travailler à côté. Mais si j'ai des rendez-vous en ligne, c'est le matin. Pour moi, c'est ce qui marche. J'ai des collègues où c'est l'inverse. Elles, c'est l'après-midi et le matin, zéro connexion. Moi, c'est le matin et l'après-midi, pas de visio. Sauf là, dans des cas exceptionnels, quand j'ai voilà, un webinaire à 18 heures, ce qui est le cas ce soir. Mais globalement, c'est une grosse majorité de mon temps où je ne connecte en visioconférence que le matin et pas plus du coup que 3 heures quoi qu'il arrive. Comme ça, je minimise l'impact sur mes yeux. Parce que le reste de la journée, je n'ai pas la lumière. Même si j'ai encore l'écran, je n'ai pas le spot sur moi. Si j'ai des rendez-vous toute la journée, je sais que le soir, j'ai mal aux yeux et j'ai mal à la tête. Donc maintenant, je me respecte et j'ai trouvé mon rythme et ça me va bien. Je peux faire les 3 heures le matin. Par contre, l'après-midi, je réduis l'écran même de mon ordinateur. Je travaille avec des petites lunettes de protection en plus. Et du coup, avec tout ça, j'arrive à m'organiser. Et voilà, je sais que quoi qu'il arrive, quand on me demande: «Est-ce que tu veux faire une interview le midi?» je dis: «Non». Le midi, c'est indispensable. De 12:30 à 14 heures, je n'ai pas de rendez-vous, je refuse tous les rendez-vous. Je ne travaille pas, je suis en pause, en couple le midi, avec parfois mes enfants, mais surtout en couple et je fais une sieste tous les midis de, 13h15 à 13h45 à peu près et ça, c'est un non négociable. C'est des choix entre soi et soi. Donc à vous de trouver quels sont vos non négociables, par rapport à votre rythme de travail. Je ne veux plus ouvrir mon ordinateur après le repas du soir, par exemple. Le dimanche, c'est interdit de travailler, par exemple. C'est quoi vos non négociables par rapport à votre rythme de travail et c'est qui sont déjà présents, point fort, mais qu'est-ce qui pourrait être une évolution encore plus positive pour vous? Donc ça serait quoi? Améliorer déjà votre gestion de rythme de travail. Deuxième aspect, c'est aménager un espace de travail agréable. Tout à l'heure, on parlait d'un espace ergonomique pour le corps, mais là, c'est vraiment un endroit où vous vous sentez bien, où vous pouvez être concentré, où vous vous sentez bien émotionnellement, et ça passe par parfois ranger son espace de travail. Il y a des trucs qui traînent partout autour de vous, c'est insupportable pour vous, on n'arrive pas à se concentrer. Ça, c'est révélé, hein. Plus c'est rangé, ok. Est-ce que j'ai besoin d'une petite fleur, d'une petite bougie, d'un truc qui me fait du bien. Donc, c'est quoi mon environnement où j'adore travailler et mon espace de travail idéal ou mes espaces de travail idéal, c'est quoi mon confort? Moi, comme je le disais, par exemple, si je suis sur mon canapé, bah, j'aime avoir des coussins pour surélever mon ordinateur, pour me sentir bien. Voilà, un truc pour surélever mes pieds, me sentir à l'aise. Du silence, donc dans les conditions, est-ce que vous avez le calme approprié? Est-ce que vous mettez au contraire une musique? Chacun doit trouver aussi voilà, ces conditions à la maison, on a un peu plus cette facilité qu'en travail, heu, dans un bureau où là, on bosse avec ce qu'on a. On peut quand même améliorer ses conditions de travail dans un bureau, mais quand même, il y a des limites. Chez soi, on a beaucoup plus de possibilités. Est-ce que j'ai envie de changer de mon espace, de mettre une couleur, de mettre, un tableau de vision si vous avez ce genre de choses? Voilà. Moi, j'ai des livres autour de moi parce que j'adore les livres. J'ai, mon matériel, j'ai un tiroir efficace, j'ai mis tout le matériel que j'ai besoin facilement pour trouver une feuille, un stylo. J'ai vraiment aménagé mon espace pour qu'il soit efficace et confortable pour moi et agréable, en fait. Donc ça, c'est aussi important.
Alors nous, on a un planning à respecter, des tâches précises à faire, des réunions prévues, on mange. Ah super, donc là c'est bien, quand il y a un timing, il y a un petit peu de cadre. Entre 11h30 et 13h, moi j'apprécie d'être au calme. Super. Donc là par exemple, il y a déjà un petit cadre. De 11h30 à 13h, ça laisse 1 heure et demie de pause. Comment j'optimise cette pause pour qu'elle soit la plus agréable possible? Qu'est-ce que j'ai envie d'y faire, d'y mettre et est-ce que je l'apprécie vraiment? Voilà, ça c'est sympa. Et 30 minutes pour manger. Alors, il y a que 30 minutes entre 11h30 alors ou alors, il y a des visios. Ces réunions prévues, on mange entre 11h. Ah, il y a que 30 minutes entre 11h30 et 13h. C'est très court. Donc effectivement, là, il faut vraiment optimiser ces 30 minutes pour qu'elles soient les plus efficaces possibles en termes de rechargement, pour nous le midi. Tout à fait. Et j'apprécie d'être au calme, donc ça, c'est important, voilà, pour finir plus tôt. OK? Eh bien, c'est un choix de gérer un rythme de travail et du coup, quand on finit plus tôt, eh ben, qu'est-ce que je vais faire après en fin de journée pour pouvoir profiter au mieux de ma journée? Laisser le travail au travail et vraiment être présente dans mon reste de vie perso, familiale, couple, personnel, sport, et cetera, sur le reste de ma journée. Donc, merci encore pour ces exemples, c'est toujours intéressant, vos exemples. Donc prendre des vrais temps de déconnexion, donc poser des limites claires entre la vie pro et la perso, ça rejoint ce que je disais, sauf que là, c'est vraiment de se dire, bah, quand je suis mes 30 minutes le midi, mon repas du soir en famille, je pose mon téléphone ailleurs que devant moi. Je ne regarde plus mon téléphone pendant 1 heure et demie, pendant 2 heures. Le soir, je ne regarde plus mes mails, je n'ouvre plus mon ordinateur. C'est voilà, comment je fais pour réussir à me déconnecter? Tout à l'heure, je parlais du dimanche, par exemple, ou des vacances. Voilà, c'est est-ce que vous arrivez à prendre des vrais temps où vous êtes vraiment déconnecté réellement et mentalement, quoi? Donc, est-ce que c'est un point à améliorer? Et le dernier, c'est mettre en place et là, c'est plus, c'est de la prévention et de l'action. On devient proactif de son bien-être. On n'est plus à empêcher le mal-être, mais on devient proactif de son bien-être. Et je mets en place des rituels positifs pour cultiver bah, des habitudes positives qui boostent notre motivation, qui réduisent notre stress, qui nous mettent en joie, qui nous mettent en énergie haute, en plaisir, en fun. Et donc là, j'en ai listé quelques-uns après. Donc, est-ce que vous en avez déjà des petits rituels positifs? Donc, je suis toujours curieuse parce qu'il y a plein d'idées, il y a plein de façons d'en avoir. Là, j'en ai choisi 4 pour la diapo d'après, mais vous me direz, voilà, si vous en avez d'autres. Donc, souvent, il y a les fameux rituels du matin, et puis après, on verra des rituels du soir, et entre les deux, plusieurs rituels possibles. Donc, on peut commencer la journée avec une intention positive, par exemple. Donc, se dire, aujourd'hui, je vais être concentrée. Aujourd'hui, je vais être joyeuse. Aujourd'hui, j'ai envie d'être connectée aux autres, voilà, et vraiment me relier aux autres, ça me ferait du bien. Aujourd'hui, j'ai envie de ralentir et de me respecter. C'est quoi mon intention chaque matin? Ça fait du bien, ça pose des intentions et le cerveau s'adapte et tout le comportement de la journée s'adapte à cette première intention. On peut aussi le matin avoir des rituels type Miracle Morning, je ne sais pas si vous connaissez, pour pouvoir vraiment se dire, voilà, le matin, je vais, être dans le silence, méditer pour certaines personnes. Je vais respirer, faire des respirations, conscientes. Je vais, faire de l'exercice, mais sous forme d'étirement, de réveil musculaire. Je vais faire des visualisations positives de ma journée, de mes projets, de mes vacances, voilà, pour me projeter et stimuler mon cerveau avec des hormones positives, en fait, qui vont se provoquer suite à cette visualisation positive. Je peux écrire, prendre des notes, donc écrire des pensées, le matin, vider mon cerveau, vider mes émotions et cetera. Je peux lire, une page d'un livre positif, me dire: «Je me prends 10 minutes chaque matin pour lire un roman qui me plaît ou quelque chose qui me plaît». Voilà, c'est quoi mon petit rituel du matin qui me fait du bien? Qui me met dans l'idée que je commence ma journée en pleine conscience et dans une énergie positive. Je fais des câlins à mes enfants au lieu de juste courir après. Je prends quand même le temps de faire un vrai câlin, de leur faire des bisous et de voir, voilà, de leur souhaiter une belle journée, même si on est speed. Voilà, il y a toujours moyen de prendre ces quelques minutes par-ci par-là pour s'activer les hormones du bien-être en début de journée et qui vont du coup être plus facilement remobilisables dans le reste de la journée. Si on commence la journée en se cognant le petit orteil sur le tapis, sur le pied de la table, si, on râle parce que, la vaisselle elle a pas été rangée et cetera, on crée, le cortisol, l'hormone de stress, qui sera réactivable plus facilement. Si à l'inverse, je décide que chaque matin, je vais commencer ma journée avec une énergie positive et que j'ai envie de passer une belle journée, que je me respire, que je visualise: «Ah, allez, c'est parti!» même si je me cogne le pied, ça va me faire un peu moins mal et je vais moins râler, en fait. Je vais être plus dans une énergie positive parce que j'ai activé la machine positive en moi et du coup, c'est une, voilà, si on active tous les matins comme ça et ben, ça devient de plus en plus facile de rester dans une énergie positive. On peut tout au long de la journée se faire des petits moments de recentrage de la même façon, des petites méditations, des respirations, de la cohérence cardiaque. J'en avais parlé dans une autre conférence l'année dernière.
pour la mutualité française aussi. Donc la respiration à un certain rythme et cetera. Tout ça pour réduire à chaque fois le stress, éviter d'avoir l'impression de courir tout le temps, la charge mentale tout le temps. Je ralentis. Je respire, je fais une cohérence cardiaque, un moment de calme, un silence au soleil sur la terrasse ou dans le jardin, à la fenêtre même simplement. Je me recadre, je me recentre et hop, je peux recommencer en ayant ralenti. Alors que si je switch de l'un à l'autre, de trucs et tout, j'ai l'impression de courir tout le temps, c'est épuisant. La même chose avec même 2 minutes à chaque fois entre deux moments. Quand vous passez d'un moment pro à un moment perso, d'un moment perso à un moment pro, d'un moment perso en couple à un moment perso avec les enfants, à un moment perso seul, d'un moment de réunion à un moment de travail seul. Dès qu'on change d'environnement, de contexte et d'intention et de posture, se prendre quelques instants de recentrage peut vraiment changer la qualité de notre positionnement dans chacun des moments, notre pleine présence ensuite. On encourage aussi à faire des pauses actives à l'extérieur, donc au moins une fois par jour, même si on travaille toute la journée. Essayons de sortir au moins une fois par jour pour s'aérer, ne serait-ce que pour aller, chercher le courrier, comme je disais, acheter le pain au bout de la rue, marcher même 5 minutes, il y a même pas besoin de mais pas beaucoup. Aller marcher pour respirer juste, avant de reprendre le boulot le midi, par exemple. Je mange, je fais ma pause et je vais 5 minutes dehors, même que 5 minutes et je vais marcher 5 minutes et je reviens et on se sent déjà plus réveillé et ça fait du bien. Bon après même quand il pleut, c'est possible. Même avec un parapluie, 5 minutes dehors, ça fait du bien. Donc quand on choisit de le faire pour les bonnes raisons, ça fait du bien. Et pour les rituels du soir, il y en a plusieurs. On peut refaire des étirements, refaire de la respiration, des visualisations et on peut aussi faire le rituel de gratitude et noter chaque soir 3 choses positives de notre journée et ça va nous aider au niveau mental et c'est vraiment une pratique qui a été, étudiée et prouvée comme étant efficace pour limiter le stress, limiter la charge mentale et augmenter la qualité de vie au quotidien. Donc c'est noter chaque soir 3 choses positives de notre journée, quelle que soit la journée, même une journée où on n'a pas eu des bons trucs, il y a toujours même si c'était dur, bah, je suis contente parce qu'un tel m'a soutenue. Même si c'était dur, je suis contente parce que je me suis écoutée et je suis allée faire une pause. Voilà, quelles sont les 3 petites choses, grandes choses, les moments, qu'on a appréciés avec les personnes de notre entourage, le petit câlin avec, en couple ou avec les enfants, avec le chat. Voilà, c'est quoi la petite minute en soleil qui m'a fait du bien, la musique que j'ai écoutée qui m'a mis en joie. C'est quoi mes 3 bonheurs du jour ou plus? Voilà. Alors, moi, je gagne 1 heure de sommeil en télétravail, donc c'est déjà du positif, ça c'est chouette, d'être en télétravail pour cette raison et je commence ma journée en bonne humeur et sans les transports. Voilà, bah, là déjà il y a une conscience positive et on peut rajouter encore une petite intention pour la journée et voilà, déjà des petits points en plus. Donc vos points forts sur la santé mentale, vos points à améliorer et on va, sur le dernier point, terminer avec prendre soin de ses relations, puisqu'on a vu que c'était un des points les plus compliqués, l'isolement, et cetera, ou le mélange des relations de vie pro, vie perso, ça peut nuire à nos relations même perso. Donc maintenir des liens sociaux, personnels et professionnels épanouissants malgré la distance ou le travail à distance, même si on est avec nos proches à côté dans la maison, des fois on n'est pas présent à eux. Donc la première chose, c'est de savoir gérer la solitude et l'isolement et en fait, du coup, ça veut dire de se poser les bonnes questions. À quel niveau j'ai besoin de liens? Parce qu'on n'a pas tous besoin autant de relations les uns que les autres. Et est-ce que, des relations virtuelles me nourrissent aussi ou pas assez? Est-ce que j'ai besoin de rencontrer des gens en vrai? Est-ce que ma problématique, elle est que j'ai envie de parler plus à mes collègues? Est-ce que ma problématique, c'est est-ce que j'ai envie d'être plus présente pour mon couple? Plus présente pour mes amis? Pour mes enfants? Pour, mes parents? Mon frère et ma sœur? J'en sais rien. Dans vos proches, quelles seraient les personnes, que vous aimeriez voir un peu plus ou passer un peu plus de temps et sous quelle forme et combien de temps? Parce qu'on n'a pas besoin de se dire: «Je vais les voir tous les jours», mais juste à quel niveau, quel est mon besoin quel est mon manque en ce moment, humain? Donc là, c'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi, votre besoin social du moment qui vous ferait vous dire: «Bah, c'est vrai que c'est déjà bien, je suis contente parce que, je prends du temps avec un tel, j'ai ce rituel qui est important pour moi, ce rendez-vous, tous les dimanches en famille qui est important, je vois ma copine tous les, 3 semaines, je vois voilà, ça c'est des points forts et ce serait quoi le petit point en plus qui pourrait améliorer, mon besoin de lien social au milieu de tout cet équilibre vie pro, vie perso, en travaillant toujours à la maison?
Et là encore, il y a pas de bonne réponse. Même si c'est: «J'aimerais avoir un peu plus de visio même avec mes amis qui habitent loin». Et ben, pourquoi pas ritualiser quelque chose en se disant: «Allez, on se fait un point, un petit café, apéro-net», ou un truc comme ça, 1 fois par mois et au lieu de se retrouver dans un café parce que maintenant on habite aux 4 coins de la France, on se retrouve devant l'écran, mais par contre, on est en mode détente, on tchatche comme autour d'une table et chacun a sa petite boisson et on discute et c'est très sympa aussi. Mais si par contre, ce que vous avez besoin, c'est au contraire de sortir de l'écran et de voir du monde, bah, c'est comment je peux aller, même pas avec des amis, mais à un rendez-vous, d'entrepreneurs, à un rendez-vous de sportifs, à un rendez-vous associatif, à une réunion, ou une randonnée, faire partie d'une association, des choses comme ça, être bénévole, pourquoi pas? Voilà, quel est mon besoin social? Et donc là, on a après bien veillé à entretenir les 2 principales sources de relations que sont les relations professionnelles. Quand on est à distance, c'est pas toujours simple de garder cette relation professionnelle avec tout le monde. Il y en a avec qui on va être amené à côtoyer et d'autres qu'on ne va plus être amené à côtoyer alors qu'on les avait peut-être on les croisait à la machine à café, mais on bossait pas avec eux avant. Et là, d'un coup, on se retrouve à distance et en fait, bah, on les voit plus parce qu'on n'est plus sur les mêmes projets, on se parle plus. Est-ce qu'il y en a avec qui vous aimeriez garder du lien au niveau professionnel? Et si oui, comment vous pourriez garder ce contact? Est-ce qu'il y a moyen de quand même se connecter? Même s'il y a pas de projet en commun? Ou est-ce que c'est la communication, elle est pas agréable? C'est la qualité de la communication avec vos collègues qui est pas agréable, qui est, je sais pas, vous êtes pas, vous êtes pas forcément connectés, de la façon dont vous aimeriez être connectés, vous avez pas d'espace pour parler, vous vous sentez pas reconnu, je voilà. Étudiez qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien dans vos relations professionnelles à distance et qu'est-ce qui fait que vous pourriez vous sentir mieux? Qu'est-ce qui vous manque aussi dans ce type dans la nature, dans la qualité de votre relation, pour rester, agréable et efficace au niveau professionnel? Donc, nous, on a un jour sur site en commun. Donc quand on a quand même une journée en présentiel, ça peut aider, effectivement, ça peut être une solution. Quand c'est pas le cas, est-ce qu'il y a pas moyen d'organiser des petites choses? Voilà, je donnerai 2-3 petites clés juste après et enfin, évidemment, ça va être préserver ses relations personnelles aussi, donc et là, ça veut dire être à l'écoute des besoins de notre famille autant que des nôtres. De quoi a besoin votre conjoint, votre conjointe, si vous êtes en couple? Quel temps est à privilégier? Est-ce que c'est, un petit peu chaque jour ou est-ce que c'est une demi-journée, vraiment 100 avec cette personne? Est-ce que c'est voilà, c'est quoi vos besoins mutuels? Il n'y a pas d'obligation là non plus. Vous pouvez avoir des repères, des moments, et c'est quel moment que vous aimez partager? Moi, je sais que je vous disais tout à l'heure, ma pause du midi, c'est l'heure où on se retrouve, en couple quoi qu'il arrive, même si mes enfants ne sont pas là. Ils sont un peu grands comme je disais, ils sont pas toujours là. Mais, avec mon mari, on a plein d'activités, plein de projets, mais on sait qu'à 12:30, quoi qu'il arrive, on se retrouve dans la salle à manger et on passe notre temps du midi ensemble et moi, même si je fais ma sieste, il est à côté de moi. Des fois, il fait la sieste avec moi, des fois, il regarde quelque chose à la télé, mais on est ensemble, c'est notre pause à nous, quoi qu'il arrive. Après, il y a d'autres moments où on va se croiser évidemment, mais celui-là, c'est le non négociable et donc ça, c'est dans le temps qualité couple, pour moi, c'est important et après le soir, il y a le repas en famille qui est non négociable. On a notre repas couple et famille, donc enfants, donc pas que couple, donc là, c'est famille et ça, c'est pareil, au maximum, à 19 heures. Là, je sais que je vous quitte à 19 heures. C'est à 19 heures, je vais tout de suite dans ma bulle famille et je vais switcher et me prendre un petit temps pour faire une transition. Je vais probablement, me changer, me mettre à l'aise, voilà, couper les ordis, les lumières, respirer un petit coup et aller rejoindre ma famille et là, je suis en mode, connexion vraiment avec ma famille et c'est quoi vos besoins? C'est quoi les moments que vous avez besoin dans vos relations personnelles pour être vraiment dispo? Et là, moi, à partir de 19 heures, j'ai plus d'ordi, j'ai plus de téléphone, je suis 100 avec eux et c'est vraiment important pour moi. Je peux éventuellement me reconnecter un petit peu après, sur le téléphone, mais plus sur l'ordi et pour 2-3 trucs spécifiques, mais pas pour tout. Voilà, je me mets mes limites à moi. Mais là, on n'est plus de l'ordre de la relation personnelle parce que c'est sur mon temps où je vais être toute seule en fin de soirée. Voilà. Moi, j'ai plus de temps avec mes enfants le matin en télétravail. Bah, ça, c'est bien. Quand on arrive à avoir, ce gain-là, faut en profiter encore plus et à faire attention de ne pas se laisser envahir par le travail, même quand on est à la maison. Donc les dernières petites astuces, donc organiser pourquoi pas, et être à l'initiative de ou demander au manager de les mettre en place selon votre posture dans l'entreprise, d'organiser des pauses café virtuelles ou physique, avec les moments, avec les professionnels, vos collègues, vos voilà, pour, retrouver cette petite ambiance un peu sympa. Ça peut être, 1/4 d'heure, voilà, de se dire,
Je connais une entreprise où ils font des rendez-vous, 1/4 d'heure tous les fins de journée pour, débriefer avant de partir et «Comment ça va alors du coup? OK, tu vas faire quoi ce soir?» machin et donc il y en a, ils aiment bien faire ce petit temps. Il y en a, ils font plutôt le matin pour connecter, avant la journée et poser leurs objectifs du jour, mais en même temps, il y a ce petit temps météo du jour. Moi, personnellement, dans toutes mes réunions, quelles qu'elles soient, j'aurais presque pu vous le demander là tellement je le fais partout, je commence toujours par la connexion un peu plus personnelle et on commence toujours par un petit tour météo. Alors, c'est quoi l'énergie du moment? Avec quoi tu arrives? Ça permet de poser, quand je suis en pleine forme et j'ai des bonnes nouvelles, je le pose, voilà, en 2-3 minutes et puis quand, au contraire, j'ai eu un truc difficile, ça permet d'être au courant quand même et après si j'ai envie d'en savoir plus, je peux me reconnecter avec la personne en dehors. Mais de se tenir au courant régulièrement comme ça, moi, à toutes mes réunions, tous mes rendez-vous en visio, je commence toujours, même des coachings ou des thérapies, je commence toujours par la météo du jour et ça, c'est tout bête, mais ça change le lien avec les personnes. Ça permet d'être pas tout de suite: «Alors bonjour, on va parler de ça aujourd'hui, blablabli». Non, c'est: «OK, comment ça va tout le monde? Allez, petit tour météo, comment allez-vous aujourd'hui?» et ça prend peut-être 5-10 minutes sur une réunion, mais ça apporte tellement de qualité que ça fait la vraie différence. Donc je vous encourage à y penser, même avec un rendez-vous d'une demi heure avec, un collègue ou quoi. Essayez, testez de commencer par la météo du jour. Encourager les feedbacks positifs, donc vous-même, pour que les autres après pensent à le faire. Ce qu'on a moins en télétravail, c'est de se faire des retours positifs les uns aux autres, prendre le temps de remercier. Je sais pas, est-ce que vous le faites des fois? De valoriser le travail, des autres, l'aide d'une autre, la compréhension ou, dire: «Ah j'ai bien aimé quand tu as dit ça à la réunion, super, je te remercie, ça m'a aidé» ou, «Ah j'ai bien aimé que tu l'aides, merci pour elle». Voilà, encourager les feedbacks et les renforcements positifs dans les relations professionnelles. Si vous-même vous lancez cette dynamique, vous verrez que les autres s'y mettront et vous le renverront aussi. Ça fait du bien à tout le monde. Mais pour ça, il faut que quelqu'un s'y mette. Donc ça peut être vous, l'enclencheur et optimiser et ça, c'est pareil dans vos relations personnelles d'ailleurs. Ceci dit, là, j'ai séparé les 2 premiers avec des exemples pro et les 2 derniers avec les exemples perso. En perso, c'est vraiment se dédier des temps dédiés à la famille, instaurer ces moments de qualité sans écran ni interruption, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai déjà anticipé et planifier aussi, et ça je ne l'ai pas assez dit, des activités en dehors de la maison. Toutes les semaines, c'est bien d'avoir j'ai encore parlé aujourd'hui avec une personne que j'accompagne et je lui demandais: «C'est quand la dernière fois que tu es sortie, faire quelque chose en dehors du travail, en dehors des courses, quoi?» et elle a passé 5 minutes à réfléchir, à essayer de se rappeler. En fait, elle était pas sortie de chez elle à part pour faire des courses depuis une éternité. Donc OK, c'est sympa, hein, le télétravail, mais une sortie, un loisir, un sport pour maintenir cet équilibre, personnel déjà et relationnel, côtoyer des gens, même des inconnus, parler avec des personnes, discuter, sortir boire un verre avec des amis, avec des voisins, avec la famille, voilà, ça fait du bien. Donc pensons à sortir un petit peu de chez nous et pourquoi pas une fois par jour quand on peut, mais au moins, au minimum, 1 ou 2 fois par semaine. Ça, permet d'entretenir cet équilibre et de ne pas s'enfermer et de devenir, sédentaire et isolé et voilà, dans sa grotte, quoi. Et je vous garantis qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a là, ici présents ou en replay. Donc voilà, quels sont vos points forts déjà dans vos relations? Quels sont, les points que vous pourriez améliorer pour mieux prendre soin de vos relations? C'est donc la dernière question. On arrive pile poil à la fin, je suis dans le timing, je suis contente. Ça aussi, la bonne gestion du temps, c'est aussi important dans la même en travail, en télétravail. Et donc, pour terminer, je vais vous proposer, si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit plusieurs livres, comme je disais 17 livres, mais j'ai sélectionné, hop là, 3 livres qui peuvent compléter un petit peu tout ce dont j'ai parlé, notamment le Pro en gestion des conflits, celui-ci encore plus parce que dans ce livre-là, il y a vraiment on l'a réédité l'année dernière pour y rajouter des éléments, des exemples et un chapitre entier sur, anticiper, prévenir, et réagir suite aux conflits à distance. Vous voyez la petite capsule, là? C'est qu'on a rajouté vraiment la partie télétravail dans maintenant le nouveau fonctionnement du travail et donc là, il y a vraiment plein de pépites et de pratiques à utiliser pour, optimiser notamment les relations, au travail. La deuxième, c'est plutôt la gestion du stress. Donc là, c'est son stress à soi. Donc là, pareil, il y a plusieurs outils, 59 outils, il y a de quoi faire. Et le petit dernier, c'est plutôt pour le côté, les rituels positifs à mettre en place pour booster son énergie positive du matin au soir. Il y a 100 rituels, vous avez plein d'idées et il y en a, encore une fois, tellement que je ne pouvais pas tout vous donner aujourd'hui. Mais là, vous aurez une base d'idées pour réfléchir à comment je peux ajouter un petit peu plus de positif dans ma vie, de telle ou telle façon. Sur 100 rituels, c'est sûr qu'il y en a qui vont vous plaire, d'autres qui vous plairont moins. Mais c'est vraiment, voilà, des pistes de réflexion pour vous aider à mieux gérer votre vie et à être, voilà, plus heureux parce que comme je le disais, ça reste moi mon objectif. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention
Et j'aime bien toujours terminer, voilà, parce que pour moi, c'est important les 3. De prenez soin de vous, parce qu'on prend toujours mieux soin des autres et du monde en prenant soin de soi d'abord. Prenez soin des autres quand même, c'est quand même important et prenez soin du monde aussi de façon générale. Là, c'est plutôt ma casquette engagement. J'ai fait d'autres interventions pour la mutualité, française sur, justement l'éco-anxiété, des choses comme ça, parce que c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà, merci à vous et si je peux terminer par une dernière question dans le chat, c'est quelle est la pépite ou le petit truc avec lequel vous repartez et comme ça permet d'ancrer aussi même pour vous, de se poser ce genre de questions. C'est q avec quoi je repars de plus important? Voilà, merci pour vos retours, où vous me dites, «Super visio, merci, merci beaucoup, bonne journée», voilà, voilà. Merci pour tous ces conseils. Donc avec quoi vous repartez? Et du coup, par exemple, 2 bons conseils, ce serait lequel que vous diriez vraiment mettre en place? Lequel petit plus? Voilà, le cahier de gratitude, je vais tester. Super, bravo. Et voilà, c'est bien de se poser un petit pas. Rappelez-vous juste, ça serait quoi le premier petit pas suite à tout ça pour encore plus de bien-être? Même si vous êtes déjà bien, on peut toujours aller un petit peu plus. Voilà, merci beaucoup. Merci Cécile pour ton intervention. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci.